L'affaire du vol Malaysia Airlines 370, ou MH370, commence dans la nuit du 8 mars 2014. Cette affaire commence à Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie, un pays situé au sud-est de l'Asie. 227 passagers et 12 membres de l'équipage montent à bord d'un Boeing 777, un avion de ligne souvent dédié au long courrier, réputé pour être l'un des plus sûrs de la planète. Ce vol, qui devrait durer 5h34, part en direction de Pékin, la capitale chinoise. Les 2/3 des passagers sont chinois, certains, dont les membres de l'équipage, sont malaisiens, mais on retrouve aussi des Indonésiens, des Australiens, quelques Indiens et 4 Français dont je vous parlerai un peu plus tard. Il est minuit et 41 minutes, l'avion décolle à l'heure et la première demi-heure de vol se passe bien. La nuit est calme et un peu après 1h du matin, l'avion quitte l'espace aérien de la Malaisie et doit rejoindre celui du Vietnam, le pays voisin. À ce moment-là, le commandant du MH370 passe un dernier appel au contrôleur aérien malaisien. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Les contrôleurs vietnamiens basés à Ho Chi Minh s'attendent donc à prendre le relais, mais aucun contact ne sera établi de la part du pilote. À Ho Chi Minh, on commence à s'inquiéter un peu et à 1h20 du matin, l'avion blackout. Toutes ces sources de communication sont coupées en même temps. D'un coup, d'un seul, le MH370 n'est plus visible par aucune tour de contrôle. Il n'y a pas une seconde à perdre. Dès que les radars perdent l'avion de vue, le centre de crise de la Malaysia Airlines se met en alerte rouge. C'est très anormal et très inquiétant de perdre contact avec un avion comme ça. Ce que je viens de vous raconter là, c'est tout ce dont on est absolument certain concernant la disparition du vol MH370. J'ai pas l'habitude de dire ça dans mes vidéos, mais à partir d'ici, tout ce que je vais vous raconter est désormais à prendre au conditionnel. À 6h30 du matin, l'avion est attendu à Pékin, mais il n'arrivera jamais. Les panneaux d'information affichent un retard. Les proches des passagers qui sont venus les chercher commencent à se poser quelques questions. Du côté des autorités, c'est la panique. L'avion a assez de carburant pour tenir jusqu'à 8h30, mais au-delà de cet horaire, si aucun aéroport au monde n'annonce l'avoir accueilli, ça veut dire que quelque chose de vraiment grave s'est produit. 2 heures passent, l'horloge affiche 8h30 et le MH370 n'a toujours pas donné de nouvelles. Les familles essaient d'obtenir des informations, mais on ne veut rien leur dire. En fait, on ne peut rien leur dire car personne ne sait rien. Tout le monde est affolé. Les familles doivent faire face désormais à des centaines de journalistes qui commencent à s'intéresser à l'affaire et qui débarquent progressivement dans l'aéroport de la capitale chinoise. Pendant plusieurs jours, l'incertitude plane. Personne ne sait dire où est l'avion. Au même moment, il se passe pas mal de choses sur Internet. On dit qu'un travailleur d'une plateforme pétrolière dans la mer de Chine du Sud aurait vu un avion en feu dans le ciel, à peu près là où le MH370 a été détecté pour la dernière fois. Sauf que le 10 mars, 2 jours après le blackout du MH370, la Malaisie annonce une information qui ne va pas du tout, mais pas du tout dans ce sens. En gros, rien n'est sûr, mais un de leurs radars militaires aurait détecté la présence d'un avion, très probablement le MH370, complètement en dehors de sa trajectoire prévue. Qui plus est, le téléphone du copilote, Farik Abdul Hamid, aurait activé une antenne du réseau téléphonique terrestre à peu près au même endroit, au sud de l'île de Penang. Et c'est très étrange, puisque ça voudrait dire que l'avion aurait fait un demi-tour complet par rapport à sa trajectoire initiale. Les familles des passagers, qui attendent encore des informations à l'aéroport de Pékin, font face à une grande confusion. On leur présente des informations complètement contradictoires. En parallèle, le gouvernement malaisien active des équipes de recherche et de sauvetage. Mais pour aller où ? Sans info et sans signal, on ne sait pas où chercher. Le mystère du MH370 s'épaissit. Le monde entier s'y intéresse. Des ingénieurs s'unissent sur Internet pour essayer de trouver des réponses. Ainsi, 2 groupes de recherche importants se créent, le TomNode et The Independent Group. Ces scientifiques regroupent toutes les informations possibles sur le MH370, des images satellites, mais aussi des informations techniques sur l'avion, pour essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer. Le 15 mars 2014, une semaine après la disparition de l'avion, le Premier ministre malaisien, Najib Razak, fait une annonce cruciale. It was brought to our attention by the Royal Malaysian Air Force that, based on their primary radar and aircraft, the identity of which could not be confirmed, made a turn back.
À partir de là, l'affaire du MH370 devient une véritable énigme. Pourquoi l'avion a-t-il dévié de sa route? Où est-il à présent? Ces questions restent sans réponse, mais une piste parvient alors aux autorités. Il s'avère qu'un des équipements de l'avion qui, lui, n'aurait pas été désactivé, a pu communiquer avec un satellite de la société britannique Inmarsat, situé juste au-dessus de l'océan Indien. Alors, à la base, les satellites Inmarsat servent à assurer le réseau téléphonique. Mais là, des experts arrivent à récupérer les données captées par leurs satellites et à les exploiter. Bon, j'ai sous les yeux des détails très techniques, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que grâce à ces données, ils arrivent à déterminer 2 trajectoires potentielles que l'avion aurait pu prendre après que le satellite l'a capté. 2 pistes. Soit le MH370 est parti vers le nord, et donc il aurait volé au-dessus du continent asiatique, soit il est parti vers le sud, donc au beau milieu de l'océan Indien. Pour la Malaisie, en tout cas, une chose est claire. L'avion a délibérément été détourné. L'affaire du MH370 devient alors officiellement une enquête criminelle. Le 24 mars 2014, soit un peu plus de 2 semaines après la disparition du vol, pendant une conférence de presse organisée en Malaisie, le ministre des Transports malaisien, Hishamuddin Hussein, annonce les conclusions d'Inmarsat. All search efforts are now focused in the southern part of the southern corridor. L'avion aurait donc emprunté la direction sud. Il n'aurait donc pas volé au-dessus du continent asiatique, mais en partant vers le sud, il se serait dirigé au fin fond de l'océan Indien. Ça veut dire que, quelle que soit la raison de ce détournement, l'avion a forcément manqué de carburant et n'aurait de toute façon pas pu atterrir où que ce soit. Et ça veut dire que, à l'heure qu'il est, au moment où cette déclaration est faite, le MH370 est sans doute écrasé quelque part et que les passagers de l'avion sont probablement tous décédés. Les familles, évidemment, sont dévastées. Les familles veulent que la Malaysia Airlines prenne ses responsabilités. Alors, des manifestations violentes sont organisées à l'ambassade malaisienne de Chine, puisque, je vous le rappelle, une grande majorité des passagers du vol étaient chinois. En fait, beaucoup considèrent que la communication de la compagnie est insuffisante, que ses déclarations sont contradictoires, et embrouillent les familles déjà émotionnellement fragiles. Les proches et les familles des passagers sont clairs, la Malaisie ment. Pour tenter de comprendre ce qui s'est passé avec l'affaire du vol MH370, plusieurs théories émergent. Ce dossier est un dossier hyper complexe. Je vais pas pouvoir dans cette vidéo développer toutes les théories, mais enfin cette première, la théorie du pilote, c'est celle qui semble la plus évidente au début. L'avion aurait été détourné par le pilote lui-même, le capitaine de ce vol MH370, Zahari Ahmad Shah. Ce pilote de 53 ans a rejoint la Malaysia Airlines en 1981 et en 2014, il a plus de 18 000 heures de vol à son actif. C'est loin d'être un débutant. Son profil, c'est un père de famille, un pilote compétent, un ami fidèle. En fait, rien ne laisserait penser qu'il serait capable d'un tel crime. Mais il ne faut écarter aucune piste et au début de l'affaire MH370, les médias se concentrent sur lui. Ainsi, selon cette première théorie, en entrant dans la zone grise entre les zones aériennes malaisiennes et vietnamiennes, le capitaine Zahari aurait éteint tous les appareils électroniques qui rendaient l'avion visible depuis la Terre. Il aurait trouvé un moyen d'être seul aux commandes de l'avion, l'aurait détourné pour se diriger vers l'océan Indien et il aurait attendu que l'appareil n'ait plus de carburant pour se cracher dans l'eau, emportant avec lui tous les autres passagers du vol. Mais ça semble pas trop coller avec le profil du gars. Sauf que quelques jours après la disparition du MH370, le FBI confisque le simulateur de vol de Zahari, cette installation qui permet de reproduire des conditions de vol pour s'entraîner depuis chez soi, et on l'apprendra 2 ans plus tard, mais ce que le FBI retrouve dedans est alarmant. Le FBI dit y avoir retrouvé une simulation de vol en plein milieu de l'océan Indien, moins d'1 mois avant le fameux vol du MH370. Alors, les 2 trajets, celui du simulateur et celui du MH, ne sont pas totalement identiques, mais la similarité semble suffisante pour qu'elle soit interprétée comme une preuve de culpabilité du pilote. Bon, cette théorie, c'est la plus relayée au début, mais est-ce qu'elle tient vraiment debout? Pour commencer, on pourrait se demander pourquoi le capitaine Zahari aurait volontairement détourné l'avion. Alors on cherche un mobile. Zahari était un fervent militant d'Anwar Ibrahim, qui est à l'époque le chef de l'opposition au gouvernement malaisien. Certains disent qu'il aurait commis un attentat comme un acte politique. Mais enfin, aucun message n'a été laissé par le pilote avant la disparition du vol pour confirmer cette thèse. Selon ses proches, qui sont forcément très impactés par ces accusations, il n'aurait jamais pu commettre un attentat. Évidemment, on peut toujours avoir de mauvaises surprises, mais toutes ces informations rendent la théorie du pilote très difficile à retenir. Nice guy, good pilot, never have any problem with anyone, very social. And so far, when I was the chief pilot, I never hear his name.
When you don't hear a pilot's name, it is very good news. It means the pilot never caused any trouble. Enfin, vous avez compris, les principaux concernés par le drame, les proches de Zahari et les familles des victimes, ne croient pas du tout en cette théorie. Jours après sa disparition, les recherches du MH370 ont déjà coûté plus de 50 millions de dollars. Ce sont les recherches les plus coûteuses jamais enregistrées dans l'histoire de l'aviation. Un an après, et malgré les efforts combinés de 12 pays différents, aucun débris n'est retrouvé, puisque lors d'un crash, on retrouve souvent très vite des bouts d'avion qui flottent dans la mer. Mais là, rien. De plus, aucun radar militaire ne semble avoir vu l'avion au-delà de son passage au-dessus de la Malaisie. Pourtant, à la différence de radars civils, il serait censé l'avoir repéré, même avec tous les appareils de communication éteints. Pas de débris, pas de radar, l'avion se serait volatilisé. Cette première théorie du suicide du pilote n'est pas convaincante pour tous, mais je vous le disais, d'autres théories rapidement émergent, et juste après la disparition du MH370, des groupes de recherche se forment sur Internet. Et l'un des membres du Independent Group, le journaliste américain Jeff Wise, va lui aussi élaborer une théorie très politique. Pour ce journaliste américain, les Russes sont clairement impliqués dans l'affaire. Déjà, remettons un peu de contexte. Le 17 juillet 2014, à peine 3 mois après la disparition du MH370, un autre vol de la Malaysia Airlines est abattu par un missile au-dessus de l'Ukraine. L'incident provoque la mort de 298 personnes et une enquête révèle qu'il est presque sûr que les forces russes aient fait exploser l'avion. Alors, pour certains, cette catastrophe, c'est la preuve que la Russie est également derrière la disparition du MH370 survenu quelques mois plus tôt. Il faut aussi se souvenir de la situation début 2014. La Russie envahit la Crimée, une région à l'est de l'Ukraine. Ainsi, pour ce journaliste Jeff Wise, le gouvernement russe aurait commandité le détournement du MH370 comme une diversion. Une diversion pour que les médias se concentrent plutôt sur cette mystérieuse disparition plutôt que sur le conflit en cours. Toujours selon Jeff Wise, un passager russe du vol aurait réussi à accéder au cerveau électronique de l'avion pour le faire disparaître des écrans radars. Il aurait falsifié des données pour faire croire au satellite Inmarsat que l'avion se dirigeait vers le sud alors qu'il conduisait l'avion vers le nord. I sort of say that there's this kind of far-fetched seeming series of coincidences which could result in the plane going north to Kazakhstan. Le Kazakhstan qui est donc un état sous forte influence russe. Ainsi, le MH370 ne se serait pas crashé mais aurait été détourné puis détenu par le gouvernement russe. Bon. Le problème, c'est que beaucoup d'ingénieurs réfutent cette théorie. Déjà, pour eux, il est impossible de prendre comme ça le contrôle d'un avion depuis le compartiment électronique. Ça, pour les ingénieurs, ça relève du scénario hollywoodien, mais pas de la réalité. Et puis, cette théorie impliquerait que les Russes étaient en mesure de savoir qu'on exploiterait les données Inmarsat pour déterminer la trajectoire de l'avion, sauf que ça n'avait jamais été fait auparavant. Je vous le disais, Inmarsat c'est une société télécom, pas une société qui produit des radars. C'est donc très peu probable que les Russes aient pu anticiper un tel truc. Pour beaucoup, la théorie de Jeff Wise est complètement tirée par les cheveux, elle frôlerait même le complotisme, en tout cas elle n'est tout simplement pas scientifiquement valable. Mais au moins, à l'époque, elle permet de faire lumière sur quelque chose, un point d'ombre majeur de l'affaire, aucun débris de l'avion n'a été retrouvé. Et ça commence à devenir très étrange. On est le 29 juillet 2015, plus d'un an après la disparition du vol MH370, sur une plage peu fréquentée de l'île de la Réunion. Et un marcheur qui longe cette plage de l'océan Indien retrouve un morceau d'aile d'avion. Rapidement, les autorités font des analyses, le résultat tombe, il s'agit très probablement d'un débris du MH370. Cette nouvelle est terrible pour les familles des passagers, cela pourrait être la confirmation que l'avion se serait bel et bien abîmé en mer, et que leurs proches ne reviendront sans doute jamais. Dans les mois qui suivent, les recherches sur la côte est de l'Afrique s'intensifient pour tenter de trouver d'autres débris de l'avion. Et un drôle de gars de 58 ans, un avocat américain, se met en tête de résoudre l'énigme du MH370. Ce gars s'appelle Blaine Alan Gibson. Toute cette affaire le fascine et il a très envie d'aider. Alors il fait ses recherches, il part sur le terrain, où il espère trouver des débris de l'avion. Et ça marche. Il découvre un débris sur une plage du Mozambique, en Afrique de l'Est, et en fait, il trouve même pas mal de débris. Ça semble d'ailleurs un peu suspicieux, pour beaucoup de gens qui se demandent d'où lui vient cette drôle de chance. Entre-temps, d'autres débris sont trouvés un peu partout sur la côte est africaine, en Tanzanie ou à Madagascar. Beaucoup d'entre eux sont confirmés comme appartenant au MH370 par les autorités, mais les théories du complot explosent sur Internet. Comme certains de ces morceaux n'ont plus de plaque d'identification, on dit qu'il ne s'agit pas, en fait,
fait des débris du MH370, mais d'un autre avion planté là pour faire croire à un crash. Pour Jeff Wise, le journaliste américain, c'est probablement encore un coup des Russes. Mais pour beaucoup, il y a aussi une zone d'ombre autour de l'implication des Américains dans cette affaire. C'est en tout cas ce que pense Ghislain Wattrelos, ce Français directeur de l'entreprise de ciment Lafarge en Chine, car oui, je vous le disais, dans ce vol MH370, il y avait aussi 4 Français. La femme de Ghislain, Laurence, âgée de 52 ans, sa fille, Ambre, qui avait 13 ans, son fils, Adrien, 17 ans, et Yan Zhao, la petite amie d'Adrien. La famille de Ghislain Wattrelos était partie en vacances en Malaisie. Quand elle disparaît, ce père de famille est évidemment dévasté et il décide de mener lui-même l'enquête. Il quitte son boulot en étant persuadé qu'on lui ment et qu'il ne sera jamais mieux servi que par lui-même. Je suis persuadé qu'on nous ment, je suis persuadé que des tas de gens savent jusqu'au gouvernement français et il va falloir toujours aller chercher la vérité. J'espère qu'on la saura un jour. Pour Ghislain, les Américains sont impliqués, c'est certain. Déjà, chose très curieuse, l'implication importante, presque immédiate du FBI. Et ce, dès les premiers jours. Le fait aussi que le FBI ait mis 2 ans à révéler ce qu'il y avait dans ce simulateur de vol, alors même que ça devait être une priorité pour les États-Unis. En tout cas, c'est ce qu'avait dit Barack Obama, le président de l'époque, en mars 2014. Our thoughts and prayers were with the families, but I want them to be assured that we consider this a top priority and we're going to keep on working. Mais surtout, Ghislain Wattrelos rencontre une source secrète américaine proche des services secrets. Cette source lui aurait dit que durant le vol du MH370, 2 avions satellites américains, des AWACS, auraient surveillé l'avion de près. Pourtant, aucune information n'a été partagée par les États-Unis au sujet de ces 2 avions. Le plus probable, c'est qu'il soit vraiment tombé près de l'endroit où on l'a perdu, plus ou moins, pour des raisons militaires, vraisemblablement. Alors, Ghislain Wattrelos n'est évidemment pas le seul à remettre en cause la version officielle, si tant est qu'il y ait une version officielle. Pour Florence de Changy, une correspondante de la radio RFI et du journal Le Monde en Asie, c'est absolument impossible de perdre un avion et de n'avoir aucune idée d'où il se trouve. Ce qui m'énerve le plus là-dedans et ce que je trouve inacceptable, c'est que on ne peut pas dire en 2014 qu'un Boeing 777 avec 239 personnes a disparu. Et pour tenir de telles affirmations, plusieurs éléments lui mettent la puce à l'oreille. Déjà, une membre du groupe de recherche Tom Nod, la photographe Cindy Henry, aurait observé dès 2014, grâce à des images satellites, des débris du MH370 en mer de Chine et non pas dans l'océan Indien. Chose étrange, c'est que ces débris n'ont jamais été retrouvés par les autorités et que certaines personnes s'en seraient donc débarrassées. Les découvertes de Florence de Changy ne s'arrêtent pas là. Selon la journaliste qui se base sur le rapport d'une enquête technique, il y avait dans le cargo du MH370 plusieurs tonnes d'appareils électroniques qui ont été chargés sans être scannés. Sauf que à ce moment-là, la Chine essaie de se procurer des technologies américaines de renseignement. Donc, pour Florence de Changy, il est possible que les Américains aient appris au dernier moment que le MH370 transportait un cargo sensible qu'il ne fallait surtout, mais alors surtout pas, apporter à la Chine. Je vais encore suivre cette hypothèse. Pendant son vol, l'avion aurait peut-être été suivi par ces fameux AWACS, les avions satellites américains dont je vous parlais. Les États-Unis auraient pu tenter de joindre et de convaincre le pilote de faire demi-tour. Le pilote aurait refusé et les Américains auraient pu tenter le tout pour le tout. Grâce aux fameux AWACS, ces avions satellites, ils auraient fait disparaître le MH370 de tous les radars pour ensuite l'abattre avec les 239 personnes à bord. Oui, toujours selon cette théorie, ça voudrait dire que toutes les données Inmarsat, les directions nord-sud, les débris au large de l'Afrique, tout ça aurait été orchestré pour semer de fausses pistes. Évidemment, cette hypothèse est un peu complexe. Cette théorie sonne davantage comme un bon scénario hollywoodien, plus qu'une réalité plausible. Et cette journaliste, très sérieuse, Florence de Changy, admet qu'il reste beaucoup d'hypothèses dans cette théorie. Et voilà ce qui pose problème. En fait, de nombreux experts insistent sur l'impossibilité technique de cette théorie. Déjà, la vitesse des AWACS est bien inférieure à celle d'un Boeing 777, ce qui rend donc très compliqué pour eux d'intercepter le MH370. De plus, techniquement, ces AWACS ne sont pas tellement capables de brouiller un avion au point qu'il ne soit plus visible sur aucun radar. Et concernant ces images de débris supposément aperçues dans la mer de Chine, certains experts remettent en question la crédibilité de ces trouvailles qui n'ont jamais vraiment été vérifiées.
Bon, il n'empêche que beaucoup de gens continuent de croire à l'implication des Américains dans la disparition du vol MH370. Pour Ghislain Wattrelos, ce père de famille qui a perdu femme et enfants, il est aussi possible que l'avion ait été abattu pour empêcher un terroriste qui aurait hijacké l'avion de le faire s'écraser sur une base militaire américaine et de revivre une catastrophe du type 11 septembre. Sacrifier 239 personnes pour en sauver supposément des milliers. Et cette idée de détournement pour empêcher un attentat, elle ne sort pas de nulle part. Peu après que le vol n'a plus donné de nouvelles et que l'histoire a fait le tour du monde, certains témoignages ont fait surface. Le 8 mars 2014, le jour de la disparition de l'avion donc, des habitants des Maldives, en plein milieu de l'océan Indien, auraient aperçu un avion qui aurait pu correspondre au MH370. Il volait à basse altitude, il avait les couleurs de la Malaysia Airlines, le bleu, le rouge, et il se serait dirigé vers la base militaire américaine de Diego Garcia. À partir de ces informations, on peut donc penser qu'un terroriste ait pu prendre le contrôle de l'avion en menaçant les passagers et les pilotes et aurait pu l'emmener vers cette base dans l'objectif de s'écraser et de commettre un attentat terroriste. Les États-Unis auraient été mis au courant et pour éviter une catastrophe, auraient préféré faire sauter l'avion plutôt que de risquer un attentat encore plus meurtrier. Mais là encore, il y a une incohérence majeure dans ce scénario. En fait, le timing ne matche pas. Ce fameux avion, observé par les habitants de l'île et qui pourrait être le MH370, aurait été vu 45 minutes après l'heure théorique de la fin du vol s'il avait épuisé tout son carburant. Cette théorie, une fois de plus, semble devoir être écartée. Toujours est-il que Ghislain Wattrelos, qui a perdu 3 membres de sa famille, je vous le rappelle, souhaite encore aujourd'hui, plus que tout, avoir des réponses, et c'est bien normal. Voyant que l'enquête malaisienne ne donne rien, Ghislain décide de porter plainte auprès de la justice française, dès le 14 mars 2014, pour enquêter sur le détournement supposé du MH370. Et Ghislain Wattrelos va porter plainte pour acte terroriste pour que l'affaire soit traitée avec le plus grand des sérieux. En 2017, il rencontre le président François Hollande qui lui affirme que la France ne sait rien. Aujourd'hui, force est de constater que cette enquête n'a pas donné grand-chose et qu'elle est au point mort. Mais à travers le monde, c'est la seule qui est encore en cours. Oui, en janvier 2017, la Malaisie annonce officiellement que son enquête est suspendue jusqu'à nouvel ordre. La douleur est atroce pour les familles des victimes qui ne peuvent maintenant plus compter que sur leurs propres efforts et éventuellement sur ceux de l'enquête française. Le mystère qui entoure la disparition du vol MH370 continue de faire beaucoup parler, et puisqu'aucune réponse n'est jamais vraiment apportée, les familles des victimes, encore aujourd'hui, vivent dans le doute avec différentes théories sur la disparition du vol et de leurs proches. La détresse de ces milliers de personnes qui ont perdu un frère, une sœur, un fils, une mère, c'est absolument indescriptible, et contrairement à un deuil normal où le temps arrange, ici le temps aggrave. Ceci étant dit, il reste une dernière théorie. Une dernière théorie dont je voudrais vous parler, qui a fait surface un peu plus tard que les autres, mais que je trouve particulièrement intéressante puisqu'elle ne fait intervenir ni détournement, ni hackers russes, ni intervention des Américains. En fait, certains experts se sont demandé si, le 8 mars 2014, il n'y aurait pas eu tout simplement un incendie dans le cockpit. Si je suis cette théorie, le feu aurait pu directement déconnecter les systèmes de communication. Faute d'oxygène, à plusieurs kilomètres d'altitude, le feu se serait éteint et le pilote aurait tenté de changer de cap plusieurs fois. D'où le demi-tour pour essayer de faire atterrir l'avion. Malheureusement, tout le monde aurait perdu connaissance avant que ce soit possible. Et le Boeing 777 aurait continué sa route en pilote automatique jusqu'à ce que, à court de carburant, il se crache en plein océan. Cette théorie, définitivement avec celle du pilote, c'est la moins extravagante. Mais une fois de plus, elle semble ne pas devoir marcher. En fait, selon des experts aéronautiques, il aurait fallu que l'incendie en question soit absolument massif pour qu'il soit capable de débrancher les systèmes de communication. Or, si ça avait été le cas, un tel incendie n'aurait pas permis de voler aussi longtemps après son extinction jusqu'au fond de l'océan Indien. Suite à la fin de l'enquête malaisienne qui n'a rien donné, je vous le rappelle, un rapport final est publié en juillet 2018. Je vous donne sa conclusion parce que je crois que c'est important. Le capitaine était apte au pilotage, l'avion était apte au vol. Le rapport n'exclut pas que l'avion ait été détourné pour des raisons malveillantes, mais ce rapport officiel ne peut ni dire par qui, ni pourquoi. It is painful because we do hope that this is not the end of the story. Aucune véritable explication n'est apportée au drame du MH370. Aujourd'hui, en vérité, il n'y a que peu de choses dont on est absolument certain. Le MH370 a bien décollé le 8 mars 2014 à Kuala Lumpur, en Malaisie. Et on a bien perdu la trace du vol entre
la Malaisie et le Vietnam. Le reste, point d'interrogation. Pourquoi ? Qui ? Comment ? Toutes ces informations sont des inconnues, des hypothèses. Aujourd'hui, des analyses sont encore en cours, notamment dans le cadre de l'enquête française, mais rien ne pourrait vraiment laisser penser qu'une explication vaille mieux qu'une autre. Près de 10 ans après les faits, les familles des 239 passagers et personnels de bord cherchent encore des réponses que personne, pour le moment, ne semble pouvoir leur apporter. C'était l'affaire du vol MH370.